Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis 100% clinicienne. Et c'est la première fois que je parle à des chercheurs. Voilà, donc, je suis presque impressionnée. Pour vous présenter, en espérant que c'est ce qui va répondre à votre attente, essayer de parler un peu globalement. La douleur, c'est quoi? Enfin, en tout cas, de notre côté clinicien, où on en est et qu'est-ce qu'on en sait. Déjà, je suis absolument ravie parce que je suis dans une spécialité qui fait les unes des journaux, ce qui n'est pas le cas de la cardio, de plein d'autres, de l'infectieuse par exemple, alors que la douleur, et là déjà on touche à quelque chose, ça fait la une de plein de questionnements, et puis il y a vraiment beaucoup d'enjeux derrière. Et puis c'est aussi une discipline ou une spécialité en tout cas qui n'existait pas il y a 30 ans, qui est émergente, avec également beaucoup de modifications liées aux avancées qu'on a fait en IRM fonctionnel en particulier, sur quelque chose qui est également considéré un petit peu comme une spécialité mineure, enfin pas forcément très demandée au départ, mais qui vient avec l'âge et les questionnements qu'on peut se faire sur finalement qu'est-ce qu'on a en face. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Là, vous avez un site que j'aime bien qui est le GBD, Global Burden of Disease, qui peut montrer un peu une photo. Et là, on a une photo des Years Lived with Disability. Et vous voyez que, alors, pointeur, bop, 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 non. Si ça marche, mais je ne suis pas comme il faut. Voilà. En fait, là, on a... sur cette photo, là, on a les maladies cancéreuses. Donc finalement, les gens en meurent énormément. Si on met là, non pas les disability, mais la mortality, on a vraiment une énorme part pour le cancer. Alors que pour disability, on n'a pas grand-chose. Mais par contre, on a plein de pathologies bizarres ou psychiatriques qui sont celles qui coûtent beaucoup aux patients et longtemps. Et qui, du coup, ne sont pas forcément en premier en recherche, mais qui, par contre, ont un poids, un fardeau sociétal qui est majeur. Et quand on parle de douleur chronique, on parle d'un ensemble finalement complexe, large, et on a même des sous-spécialités, en tout cas en clinique. Bon, moi, je suis plus en douleur cancéreuse, mais en médecine clinique de la douleur. Déjà, est-ce que, tout simplement, il ne faut pas trouver la cible qui fait que plus jamais personne n'aura mal ? Et là, un chercheur aura un grand prix. Et du coup, est-ce que c'est utile, finalement, cette douleur ? Et est-ce qu'on n'est pas sur juste un truc qu'on peut rayer ? Non, c'est pas si net que ça. Il y a en fait des patients, alors là, moi, je parle toujours patients, qui ont ce qu'on appelle une insensibilité congénitale à la douleur et qui, du coup, n'ont pas cette capacité à ressentir cette douleur, donc cet affect, et qui, du coup, n'ont pas de système dit d'alerte et qui vont mourir plus jeunes, qui ont donc en tout cas une perte sur leur futur par cette insensibilité congénitale à la douleur. Donc oui, a priori, on vit mal sans système nociceptif. On a même des douleurs qui sont dites des douleurs qui nous constituent, comme les douleurs dentaires, les douleurs de croissance des enfants qui ont leurs dents qui poussent, qui nous permettent un petit peu de faire avec le temps notre schéma corporel. D'accord ? Et qui également, la douleur, et ça c'est les études de Nicolas Danzinger qui est donc à la Pitié qui le montre, le fait qu'on soit capable de ressentir la douleur est également un des éléments qui nous permet une sociabilisation et le développement d'une empathie et d'un lien. Et donc finalement, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on pourrait rayer comme ça, mais qui paraît plus constitutif de ce qu'on est. Donc, on a une définition qui nous aide à savoir de quoi on parle et une définition sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est ça, c'est la douleur, c'est une expérience, donc c'est finalement quelque chose de sensoriel, sensation, émotion, mais d'une tonalité désagréable, avec une lésion qui est réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Très bien. Une sensation. Vous connaissez d'autres sensations ? La vue, par exemple, ou l'ouïe. Et on ne fait pas pour autant une spécialité médicale pour ça, ni beaucoup d'études. Et donc finalement, la douleur, c'est quand même pas uniquement une sensation. Quand on a une vision, et j'espère que vous avez tous la même quand vous me regardez, la vision que vous avez, cette sensation, est définie par le stimulus, c'est-à-dire ce que je porte, les lumières, etc. Et a priori, vous le partagez. D'accord ? Quand on parle de douleur, on est aussi sur une sensation, avec un système nociceptif qui va véhiculer cette sensation, mais on est sur une sensation qui est définie par un résultat.
et non pas un stimulus. Quand on parle de récepteurs sensoriels, vous savez probablement que pour les autres sens, l'olfaction, l'audition, la vision, on est sur des cellules et des récepteurs extrêmement précis et complexes. Alors que pour la douleur, on a des récepteurs nociceptifs qui sont souvent très simplifiés, mais par contre extrêmement diffus. Donc, on n'est pas tant que ça dans le domaine de la sensation quand on parle de douleur, peut-être dans l'émotion, mais peut-être aussi sur autre chose. Et Wall, qui est un des fondateurs, un des premiers chercheurs sur la douleur, qui avec Melzack avait fait la théorie du gate control, déjà dans les années 80, disait attention, la douleur, c'est peut-être plus une alerte qu'une sensation, et ce n'est pas non plus peut-être uniquement quelque chose qui nous permet de nous protéger, d'éviter une blessure, mais aussi peut-être quelque chose qui est là pour nous constituer et favoriser une guérison. Donc, il y a un paradigme à réfléchir, et peut-être qu'on n'est plus sur des systèmes de survie comme la faim et la soif que des sensations pures comme la vue ou l'ouïe. Alors, on va essayer de voir un peu où on en est. Alors, je suis vraiment schématique parce que c'est des heures d'enseignement qu'on pourrait faire, que j'essaye de mettre en 15 minutes, mais si on part de l'architecture cérébrale humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, quand on parle de douleur, on parle de plusieurs choses différentes. Et donc, il faut qu'on aille de cette sensation quand même émotion, de ce ressenti, vers ce que ça peut se traduire en termes neurologiques. Et une des premières caractéristiques de la douleur, c'est ce qu'on ressent dans notre chair, souffrir dans sa chair, et ce que du coup on peut décrire. Donc, effectivement, là, c'est quelque chose qui est plutôt lancinant au niveau de l'épaule. Dès que je bouge, donc avec les facteurs déclenchants, on peut donc tout ça fait les composantes sensoridiscriminatives, et on sait que là, on a des codages de la périphérie, également au niveau médulaire et au niveau central, qui sont faits au niveau du cortex dit somesthésique, essentiellement, avec des voies plutôt rapides. D'accord ? Mais la douleur, c'était au départ, et les premières recherches étaient vraiment sur cette voie, on se disait, là, on va pouvoir intervenir, voire même faire de la chirurgie, etc. On s'est rendu compte que presque la plus grande voie de transmission de la douleur était une voie qui est plus sur le système limbique pour la composante affectivo-émotionnelle de la douleur, c'est-à-dire ce que ça nous fait dans notre cœur. Docteur, c'est absolument insupportable. Là, cette douleur, mais c'est cruel, c'est une vraie torture. Je ne peux plus endormir la nuit, j'en pleure, moi qui n'ai jamais pleuré. Okay. Voilà, cette tonalité qui finalement là, vous voyez peut-être sur le schéma, mais on a un peu comme un arbre de Noël en IRM fonctionnel. C'est vraiment l'IRM fonctionnel qui nous a permis d'avancer sur ces sites impliqués dans la gestion de la douleur, où on a le cortex limbique qui est impliqué, l'amygdale, donc l'insula, le cortex cingulaire antérieur, le cortex préfrontal, et donc finalement des interactions entre ces différents sites pour pouvoir ressentir la douleur. Et puis, quand on parle d'un être humain dans son parcours de vie, ce que j'ai moi tous les jours en clinique, il y a cette composante cognitivo-comportementale, alors encore plus difficile à vous localiser, qui est l'ensemble de tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a vécu et la signification de ce qui nous arrive, qui va donner une tonalité qui va influencer cette douleur et ses souffrir dans sa tête. Moi, je m'occupe de douleurs cancéreuses. Quand un patient a eu une première fois une douleur qui a permis un diagnostic de cancer, si une douleur réapparaît, la dimension cognitive de le cancer revient est majeure et elle est au premier plan. Et chaque patient va finalement être avec, en fonction de ce qu'il est, une ou autre composante qui va être en premier, entre le sensoridiscriminatif, l'affectivo-émotionnel, le cognitivo-comportemental. Que se passe-t-il ? Alors, on connaît également sur cette douleur, cette question des voies de la douleur en disant, on a quelque chose en périphérie qui va petit à petit s'intégrer. C'est ce qu'on peut dire pour la majorité des douleurs. Au niveau périphérique, donc quand on a cette douleur, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas sur effectivement un stimulus donne un signal, mais qu'à tous les niveaux où il va y avoir donc cette sensation douloureuse, il peut y avoir une modulation. Et on a des niveaux où ça a été particulièrement étudié. Donc au niveau périphérique, on sait qu'on a face à une stimulation
plus ou moins de nocicepteurs qui vont être recrutés et stimulés en fonction de l'histoire du patient. Par exemple, si vous avez à un endroit un hématome et que sur cet hématome, on vous envoie par erreur un stylo ou un crayon, vous allez avoir beaucoup plus mal que si vous recevez le même crayon sur un endroit où vous n'avez aucune douleur au préalable. Ça, c'est simple, c'est l'hyperalgésie. D'accord, dans une zone. Et donc ça, c'est des modulations. Mais aussi, on sait qu'il y a une question dans le temps. Plus on a une douleur et plus on aura mal. Le contraire de ce que peut véhiculer un petit peu les gens. Ah oui, mais moi, vous savez, j'ai tellement mal que je suis habituée à la douleur. En fait, cette douleur s'inscrit. Effectivement, le patient fait avec, mais fait avec une sommation de stimulus qui fait que une douleur qui aurait pu être moins intense pour quelqu'un, pour lui qui a eu déjà des histoires de douleur, va être mieux marqué par ce qu'on appelle le wind-up, qu'on retrouve au niveau périphérique, voilà, et qu'on retrouve également au niveau médulaire. Alors c'est une autre zone où on a fait beaucoup d'études sur ce premier relais, donc au niveau de la corne dorsale de la moelle, où on a une intégration à nouveau et une modulation de cette information qui arrive de la périphérie au niveau médulaire, avec des phénomènes de convergence. On va avoir sur un même neurone arrivée d'informations de différents organes, mais aussi un même organe qui va aller sur différents étages neuronaux. Donc à la fois une convergence et une divergence de l'information. Et là aussi, des phénomènes de sensibilisation, donc une plasticité de ces neurones. Je vous le fais en résumé, mais donc, beaucoup de modifications qui peuvent se faire à ce niveau et qui sont là aussi des cibles d'action. Et puis, enfin, au niveau central, on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'interactions, d'intrications entre des centres qui vont faire que, à l'évidence, pour un même stimulus en périphérie, il y a énormément de modulation. On peut schématiser ça dans ce qui est un premier modèle en fait dynamique. C'est-à-dire qu'on sort du schéma de Descartes où la douleur était au pied, puis elle monte et elle met le feu petit à petit aux neurones et elle arrive au cerveau où eureka douleur, vers un système vraiment intégratif où finalement la douleur est la résultante de facteurs à la fois ce qu'on a en haut, donc 2 facteurs de la dimension plus cognitive, qui peuvent également être des facteurs de notre vie émotionnelle, mais aussi des facteurs qui vont modifier la composante sensoridiscriminative, parce qu'on est chacun inégaux en termes de récepteurs impliqués dans la transmission d'informations, en termes d'organisation, et bien sûr, on va également avoir des stimulus comme une tumeur, une inflammation, etc., qui vont modifier les choses. Et puis, pour un patient, on va avoir une douleur, mais qui va aussi évoluer dans le temps, parce qu'on sait maintenant que le ressenti douleur est également modifié par notre état hormonal et notre état immunitaire. Donc là, il y a des interactions multiples qu'on peut finalement théoriser en allant encore un peu plus loin, en disant qu'est-ce que c'est que la douleur? Mais il faut presque partir du principe que nous sommes chacun avec ce qu'on appelle une signature neuronale, c'est-à-dire une résultante, en chacun d'entre nous, de l'ensemble des stimulations qu'on peut avoir, mais également de notre état à un moment émotionnel, mais également de notre état immunitaire, de notre état hormonal et des sensations qu'on a dans le corps. J'espère pour vous que vous êtes actuellement en train de m'écouter avec finalement l'absence de ressenti douloureux, mais peut-être que si vous êtes lombalgique, finalement viendrait émerger du fait de rester assise à peu près immobile ou pas tout à fait bien installée au niveau de votre équilibre du bassin, petit à petit une sensation qui finalement sur cette signature qu'on a tous, qui est un petit peu un ressenti intérieur, auquel on n'est pas toujours attentif, mais qu'on peut plus ou moins développer, on va finalement avoir la sensation d'un déséquilibre. D'accord ? Donc, on a cette neuromatrix, ou ce qui fait qu'on se sent quelqu'un exister à un moment, une signature qui est la résultante, une signature neuronale qui est la résultante de multiples interactions, qui est une espèce de synthèse, et là-dessus, on va avoir une capacité à
ressentir des différentiels. Et ça, c'est important. C'est important, par exemple, pour pouvoir intégrer dans la compréhension de la douleur les douleurs fantômes, qui sont les douleurs des membres amputés. Finalement, est ressentie de manière aussi dramatique une désinformation qu'une surinformation, donc une stimulation par un cancer, par exemple, qui déséquilibre notre homéostasie, ou alors l'absence de stimulation parce qu'on n'a plus la jambe et on n'a plus aucune information qui monte. D'accord ? Donc ce concept de neuromatrice nous aide à comprendre. Et tout de suite, on comprend bien qu'on n'a pas tous la même homéostasie, mais on ne va pas non plus tous avoir les mêmes seuils de déclenchement. C'est-à-dire qu'on peut finalement être à l'aise dans un équilibre qui est très mouvant, ou alors avoir des difficultés à accepter des modifications de cette homéostasie et du coup avoir des seuils qui vont dire alerte pour des stimulations qui peuvent être réduites. Et ça, c'est toutes les problématiques des syndromes douloureux diffus dysfonctionnels, fibromyalgie, les cystites chroniques et autres infections douloureuses sévères chroniques. La migraine aussi est dans cette même principe. C'est un petit peu la même chose, mais finalement là, on a à la fois donc, des influx cognitifs, sensoriels, émotionnels. La résultante est intégrée et puis on va avoir derrière des réactions. Et là également, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le système nociceptif permet à la fois des actions, retirer la main parce que ça brûle quand elle est sur la plaque de cuisson, ou alors des modifications également de notre système de stress, de notre capacité à réagir, qui est impliquée, et de notre système donc, hormonal globalement. On sait que donc il y a une modulation, une intrication entre la douleur, donc sensation, les émotions, l'attention. Mais tout ne va pas dans le même sens. Par exemple, dans ces études, on demandait aux patients d'être attentifs à la douleur qu'on était en train de leur provoquer ou d'être complètement distraits et d'être sur autre chose, mais on leur faisait la même stimulation. Et là, ce qu'on voit, quand on joue sur l'attention, donc là, le cognitif, on voit qu'on diminue en distrayant les gens l'intensité, mais on ne change pas le caractère déplaisant de la douleur. Intéressant, c'est ce qu'on fait tous quand un enfant se cogne. Ah, regarde le petit oiseau, ah, voilà. Et puis, on a essayé d'étudier l'influence des émotions sur la douleur. Et là, on voit que le fait d'être dans un état émotionnel plutôt agréable ou désagréable ne va pas changer l'intensité de la douleur, mais par contre va changer son côté perçu comme désagréable, entre la bonne humeur et la mauvaise humeur. Mais aussi, on a pu voir que ce ne sont pas les mêmes voix qui vont être modulées en fonction de ces émotions et attention. Avec plutôt le sensoridiscriminatif pour tout ce qui est attentionnel, les mêmes voix que celles qui véhiculent la composante sensoridiscriminative, en tout cas pour les modulations par l'attention, et pour les émotions, donc les voix qui véhiculent l'affectivo-émotionnel. Également, en étudiant les douleurs chroniques, on se rend compte qu'au-delà de cette question de stimulus, on a surtout, pour un patient dans cet état de douleur chronique, on a parlé d'homéostasie tout à l'heure comme une notion importante, on se rend compte qu'on a des modifications du fonctionnement et des modifications architecturales du système nerveux central quand on est dans un état douloureux chronique, avec finalement une altération de la capacité à lier les opioïdes, avec une diminution de la substance grise, qui est prouvée en IRM, ce qui est quand même une altération énorme de notre capacité à faire avec, diminution des neurotransmetteurs qui sont impliqués aussi dans nos capacités de coping, et une augmentation de la neuroinflammation au niveau du système nerveux central. Donc finalement, en soi, on est vraiment dans ce système des douleurs répétées qui peuvent générer un état de douleur chronique, et cet état de douleur chronique qui lui-même va modifier donc notre homéostasie, modifier notre fonctionnement cérébral et par lui-même, en fait, finalement, pouvoir s'auto-entretenir. Cette découverte, finalement,
explique ce système qui avait été montré de l'influence du catastrophisme et la manière dont certains patients pouvaient finalement aller plus facilement vers la douleur chronique que d'autres par leur capacité à gérer et faire avec, et à développer finalement des réflexes conditionnés. Alors là, on se rapproche de toute la théorie du placebo, mais bon, ça c'est... on a beaucoup de choses à dire, mais du coup, on peut avoir des systèmes qui se construisent petit à petit où, face à une douleur, on va de plus en plus aller vers un évitement et puis une sanctuarisation de manières de faire et pour se protéger qui vont finalement en elles-mêmes générer des douleurs. Je ne sais pas si je suis très claire, mais par exemple, douleur cervicale et du coup une limitation des mouvements pour éviter la douleur qui, par elle-même, va entraîner des contractures qui, par elles-mêmes, vont entraîner des douleurs et entraîner une chronicisation, mais surtout une incapacité pour le patient d'imaginer qu'il peut bouger. Voilà. Et donc, il va falloir déconstruire tout un fonctionnement qui s'ancre mental. Donc, c'est complexe. Et qu'avons-nous en face comme piste pour traiter ? Aujourd'hui, en douleur chronique, on développe des techniques non médicamenteuses, oui, mais on est toujours encore sur la base de traitements. Et ces traitements qu'on a actuellement sont des traitements très peu efficaces. Je vous montre ici des NNT, Number Needed to Treat, c'est ce qui nous permet de savoir si un traitement est efficace ou pas, c'est-à-dire le nombre de patients qu'il faut pour que l'un d'entre eux soit soulagé. Idéalement, il faudrait que ça ne soit pas au-delà de 3. C'est-à-dire que si sur 3 patients, 1 est soulagé, c'est déjà pas si mal. Quand on a pour des familles comme les gabapentinoïdes, qu'on utilise énormément, des NNT à plus de 7 ou 6, c'est-à-dire qu'il nous faudrait au moins 6 patients pour que l'un soit soulagé, on peut dire qu'on a des traitements finalement peu efficaces. Donc là, on a le résumé un petit peu des traitements qu'on utilise actuellement pour les douleurs neuropathiques, avec finalement, dans les traitements les plus intéressants, des vieux médicaments comme les tricycliques ou les opioïdes forts. Et on a des recommandations où pourtant des médicaments qu'on a vus très peu efficaces, comme les gabapentinoïdes, sont recommandés en première intention parce que la balance bénéfice-risque fait que. Mais globalement, on ne peut pas dire qu'on est très satisfait. L'autre grande famille de traitements, c'est les traitements opioïdes. Les traitements opioïdes donc, ont une histoire qui a été un petit peu chaotique. Donc, c'est tous les médicaments dits de l'échelle OMS, avec finalement, après des décennies de mise au ban avec les scandales de l'opium, une réutilisation à partir des années 70 pour la douleur cancéreuse. Et puis finalement, on s'est dit, ah, mais ça marche bien, on pourrait l'utiliser en douleur chronique non cancéreuse, mais finalement, apparition de questionnement dès les années 2000 sur un mésusage, et actuellement on a une épidémie de mésusage aux USA qui est catastrophique et qui est pour nous extrêmement impactante, avec même maintenant des questionnements sur l'utilisation en oncologie qui était le cœur de cible de ces médicaments. Et on est en questionnement sur la balance bénéfice-risque des opioïdes en oncologie. Les opioïdes exogènes, finalement, utilisent des cibles qui sont les opioïdes endogènes, qui, eux, sont un système qui est impliqué pour la nociception, mais aussi pour la récompense, et où, du coup, on a des dysfonctionnements lorsque, dans certaines situations de douleur chronique du système opioïde endogène, qui fait le lit et le risque d'addiction, et c'est ça qu'on a actuellement particulièrement dans cette épidémie, mais on est également avec des questionnements sur les effets à court-moyen terme comme l'hyperalgésie, bien connue des anesthésistes, ou des effets à long terme de ces opioïdes sur l'immunité ou les infections, qui fait que finalement, c'est pour nous un intérêt limité. Donc finalement, quel défi peut-on relever aujourd'hui avec ce qu'on sait de la douleur chronique ? Déjà, continuer à l'expliquer, à la décortiquer, mieux l'appréhender, éviter que les patients douloureux chroniques soient tout de suite classifiés de déprimés, anxieux, oui mais c'est la tête, et pouvoir justement le mettre dans un modèle multidimensionnel et pouvoir être clinicien face à ces douleurs chroniques, pouvoir le réfléchir en termes économiques, en termes sociétals,
parce que c'est un poids énorme, et puis avoir des moyens multiples pour le mitiger, mieux comprendre nos techniques non médicamenteuses. Nous, on fait pas mal de recherches cliniques sur des techniques, auriculothérapie et autres, pour avancer dessus. Et puis, comprendre les effets long terme des traitements médicamenteux, puisqu'on est sur un équilibre à multiples dimensions, où finalement mettre un traitement amène un mieux d'un côté sur la douleur, mais aussi peut déséquilibrer d'un autre. Il faut qu'on puisse traiter les douleurs réfractaires, qui sont des douleurs avec des énormes volumes de douleurs, qui est actuellement un défi en particulier en oncologie. Et on développe pour ça des techniques d'analgésie interventionnelle, où on va aller essayer de mettre ces opioïdes au plus près des cibles, c'est-à-dire au niveau de la colonne, donc de la moelle, avec du coup une technicité et une complexité de mise en œuvre. Et puis finalement, l'autre question, c'est avoir de nouvelles voies, de nouvelles approches, peut-être plus près du système nerveux central, et puis également personnaliser ces approches médicamenteuses, c'est-à-dire arriver à mieux comprendre exactement cette homéostasie, ou alors mieux comprendre certaines situations de douleurs chroniques. Par exemple, en cancérologie, on sait que les douleurs de métastase osseuse ne vont pas être les mêmes en fonction du type de cancer. Un mélanome ou autre, on n'aura pas les mêmes phénomènes de sensibilisation. Donc peut-être pouvoir adapter les thérapeutiques à cette situation finalement globale du patient à un moment donné, mais peut-être aussi personnalisée par des approches génétiques, sa capacité, ses récepteurs et sa capacité à gérer certains traitements plus que d'autres.